Alors, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez dans la planète pour ce petit webinaire du 30 mai 2017 dans lequel, comme d'habitude, je réponds aux questions des gens qui sont dans la salle, qu'elles sont d'ordre personnel, ces questions-là, ou concernant la pratique personnelle et professionnelle. Donc, vous avez vraiment l'opportunité de me faire part de vos divers questionnements, qu'ils soient personnels, professionnels ou dans la pratique personnelle. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis habituellement, donc en début de conférence, en début de webinaire plutôt, je fais une petite animation, une petite conférence sur un sujet. Alors, je vais aborder le sujet des enfants indigos pour aujourd'hui. Ça me fait sourire parce que justement, du début de webinaire, je n'avais pas nécessairement pris le temps de définir un sujet et j'ai donc parlé avec des gens à la salle qui me faisaient part de thèmes sur les enfants. Donc, je suis parti sur cette idée que je pourrais peut-être aborder les enfants indigos, qui est un sujet que je n'ai pas abordé jusqu'à maintenant. Alors, c'est un sujet qui est délicat en quelque part pour moi parce que les enfants indigos laissent sous-entendre inévitablement qu'il y a donc des enfants qui ont un niveau d'évolution. Les enfants indigos, c'est un mouvement assez récent. Je pense que c'est un mouvement qui provient des États-Unis, des intuitifs américains qui ont commencé à émettre l'idée que les enfants qui naissaient sur Terre avaient un aura quelque part qui était nettement plus évolué que les gens qui étaient déjà sur Terre. Donc, il y avait donc effectivement une nouvelle race, entre guillemets, une nouvelle conscience évolutive qui prenait forme. Et c'est comme ça qu'est née donc cette idée des enfants indigos. Il y a encore aujourd'hui des gens qu'on retrouve dans le YouTube, par exemple, choses comme ça, qui vont beaucoup aborder cette notion justement d'enfants indigos, qui vont mettre l'idée que justement qu'il y a effectivement donc les gens des consciences humaines, pourrait-on dire, qui ont ce niveau de conscience supérieure-là, et qui ont donc une tâche, un rôle à jouer sur Terre, etc. Alors, c'est certain que c'est un sujet délicat parce que quand on affirme une telle chose, on doit être capable de poser un regard sur la conscience humaine, d'une part, sur la conscience évolutive de l'être humain, être capable de déterminer justement qu'effectivement, il y a donc une incarnation d'âmes qui ont une évolution supérieure et donc de pouvoir justement déterminer que cette conscience supérieure qui est là, elle n'a pas été quelque chose qui n'a pas été régulièrement présent tout au long de l'histoire. Par exemple, je pourrais dire que depuis le début des temps, l'être humain, lorsqu'on met naissance sur Terre à un enfant, cet enfant-là, quelque part, a une conscience plus évoluée déjà que les gens précédents, pour la simple raison que ces enfants-là auraient donc bénéficieraient quelque part de l'acquisition de connaissances qui aurait été acquise par les êtres humains précédents. Donc, l'idée des enfants indigos, à quelque part, amène un questionnement de cet ordre-là, de relativiser, je dirais, cette idée-là. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas... qui aime bien quelque part avoir une vision d'ensemble des choses. Donc, c'est certain que j'aurais tendance à penser que les enfants, depuis le début des temps, ont à quelque part un processus d'évolution qui s'effectue. Et ce processus d'évolution-là, quelque part, les amène, lorsqu'ils naissent sur Terre, à avoir donc un regard certainement plus vaste, plus global, je dirais, que les gens des générations précédentes. Ceci dit, il faut bien le comprendre actuellement qu'on vit dans une époque, je pense, qu'on peut certainement dire particulière, parce que elle nous permet de toucher certainement au niveau de notre développement psychique des choses vraiment assez phénoménales. Je vais m'expliquer en le disant comme ceci, c'est que la venue de l'Internet, la venue de la télévision, la venue de l'Internet, la venue à quelque part de l'ordinateur, a amené certainement au niveau de notre capacité psychique un développement fort important pour la simple raison que l'utilisation des téléphones cellulaires, tout ça nous a mis en contact avec l'idée qu'il était possible donc de pouvoir communiquer avec des gens de l'autre bout du monde avec un téléphone cellulaire, un simple petit objet comme celui-ci, qui nous permet donc de communiquer avec des gens dans le monde. On peut donc chatter avec des gens du monde parce que ces petits téléphones intelligents-là nous permettent donc d'être en communication avec le monde entier. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas si longtemps, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à aller en Europe, j'avais, ça fait 15-20 ans, à quelque part, à cette époque-là, je n'étais pas capable de pouvoir téléphoner au Québec avec facilité. Il fallait que j'aille dans des magasins de téléphone
Internet, je crois, qui me permettait, pour pas trop cher, de pouvoir appeler avec une carte. C'était un peu compliqué de téléphoner au Canada à cette époque-là. Alors qu'aujourd'hui, ben, finalement, avec un téléphone comme ça, j'ai juste avoir besoin d'un forfait pour appeler au Canada et je peux le faire sans aucune limite. Alors, c'est complètement différent. Je vous parle de ça parce que c'est certain que lorsqu'on comprend que les enfants qui naissent sur Terre aujourd'hui ont un regard sur la vie qui est complètement différent de celui que nous, on a connu, pour la simple raison qu'ils ont, à quelque part, compris qu'avec un petit appareil comme celui-là, sont connectés avec le monde entier. Donc, première des choses, déjà au niveau de l'ouverture psychique, il y a vraiment une relation avec l'environnement qui est complètement différent, puisqu'on comprend qu'on est relié au monde avec ce petit téléphone-là. Avec l'Internet, évidemment, bon, le téléphone peut être connecté avec l'Internet ou pas, mais les réseaux cellulaires, l'Internet, nous donne accès justement à cette vision, à quelque part, qu'on est connecté au monde entier. Je lisais dans un article, à un moment donné, dans un article, je crois que c'était, qui était basé, c'était une recherche sur les États-Unis, où on parlait aux jeunes, on leur demandait quels étaient les critères qu'est-ce qui leur apparaissait le plus important à acquérir dans une vie pour parvenir justement à fonctionner avec un sentiment de réussite. Alors, ils constataient qu'il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, les étudiants racontaient un peu la même chose. Ils disaient, bon, j'ai une maison, une voiture, bon, il y avait des conventions comme ça qui étaient qui revenaient souvent. Et puis aujourd'hui, ce qu'ils racontaient ces jeunes-là, c'était avec un peu de surprise qu'ils le constataient. Ils vous disaient, ben, il faut un téléphone. Il faut un téléphone, il faut être capable de pouvoir louer un appartement. Alors, ils avaient donc toute une autre vision des choses parce qu'ils avaient une vision qu'en ayant un téléphone, en louant un appartement, ben, louant un appartement, on peut donc se libérer plus facilement du lieu dans lequel on se situe. On peut donc plus facilement voyager. On a un téléphone qui nous relie au monde, donc à quelque part, on est beaucoup plus bohème d'une certaine façon. Beaucoup plus libre, en fin de compte. Alors, je vous parle de ça parce qu'évidemment, on vit dans un monde, grâce à l'Internet, où tout va beaucoup plus rapidement. Tout se fait beaucoup plus rapidement au niveau de la communication, au niveau de l'interaction. On peut accéder aux annales akashiques. Hein, je dis le terme annales akashiques, mais je fais référence donc à l'Internet. L'Internet, c'est à quelque part la somme d'informations qu'on peut retrouver, une somme d'informations colossale de l'histoire humaine à travers l'Internet. Donc, on peut passer un temps fou sur l'Internet pour accéder à cette connaissance très vaste-là. Donc, je veux faire comprendre que l'enfant aujourd'hui qui naît sur Terre a une relation avec le monde qui est complètement différente puisque tout ce qui apparaissait inaccessible il n'y a pas si longtemps, ben l'enfant aujourd'hui, ouvrant un ordinateur, peut simplement faire une recherche et accéder au monde entier. Et accéder à la culture entière du monde entier et aussi de pouvoir communiquer avec tous les êtres humains sur Terre, à la limite, qui sont connectés avec l'Internet, puisqu'il y a plein de moyens maintenant pour pouvoir communiquer avec un petit téléphone intelligent comme celui-là. Donc, vous comprendrez ici que cette relation, à mon sens, à moi, l'autre aspect qui est fort important, c'est tout le développement de la physique quantique qui est actuellement en train de bouleverser à quelque part la psyché humaine. On pensait il n'y a pas si longtemps que les gènes étaient quelque chose de complètement figé. On pensait tout récemment qu'il y avait également que l'ésotérisme, la spiritualité, c'est quelque chose qui était vraiment comme un monde un peu religieux, etc., un peu spirituel, qui n'était pas connecté avec la réalité. La physique quantique nous amène à comprendre que tous ces univers-là, justement, qui nous apparaissaient plus ésotériques, sont complètement reconnus maintenant par la science grâce justement au développement de la science physique, à la physique quantique. Donc, on comprend ici que tout ça fait que les enfants qui naissent sur Terre auront une vision complètement différente de l'être humain et que quelque part, tout ce qui apparaissait figé, hein, comme le gène, par exemple, on pensait que le bagage génétique était quelque chose de figé dans le temps, on commence à reconnaître que ce n'est pas le cas. Donc, on comprend ici que tout ce qui apparaissait figé, l'idée même qu'un corps physique soit fait de matière et d'os, mais on reconnaît quelque part que le corps n'est pas simplement fait de matière et d'os. Il est également il dégage un champ d'énergie. Alors, tout ça, évidemment, nous amène donc à comprendre que l'être humain qui naît sur Terre à cette époque-ci va donc vivre va se baigner à quelque part dans une somme de nouvelles informations qui vont ouvrir son mental inévitablement à l'idée à quelque part qu'il existe un monde subtil, qu'il existe un monde quantique justement, et que pour lui, ce monde quantique-là ne sera pas un concept nouveau, il sera une évidence, pour la simple raison que ce monde quantique-là a toujours été une évidence. Sauf que les enfants, qu'est-ce qui se passait quand on découvrait, quand un enfant naissait sur Terre? On lui expliquait quelque part que le monde imaginaire, c'est un monde futile. On lui expliquait un tas de choses dans lesquelles l'enfant apprenait automatiquement à ne pas faire confiance en son monde intérieur. Son monde intérieur, c'est quoi? C'est le monde de ses perceptions.
Ce monde de perception, c'est quoi? C'est cette capacité que l'être humain que nous sommes avons de pouvoir voyager sans espace-temps, dans cet univers intelligent-là. Mais quand maintenant la matière technologique nous met en contact avec cette réalité-là, c'est bien évident que les enfants qui naissent sur Terre vont donc avoir cette capacité de pouvoir élargir leur champ de conscience parce qu'ils vont concevoir que c'est accessible tout ça, que c'est pas quelque chose dans lequel ils vont pas être internés en psychiatrie parce que justement ils vont oser dire une chose pareille. Ils vont au contraire simplement reconnaître les lois physiques de la physique quantique qui sont mises en avant, puis ils vont complètement dire ben oui, voilà, c'est normal qu'on puisse faire ça, c'est normal qu'on puisse faire ça, c'est normal qu'on puisse faire cela aussi. Donc vous comprendrez ici que pour moi cette notion des enfants indigos, des enfants de nouvelle génération, c'est bien évident que pour moi ils vont donc appréhender la réalité avec des yeux complètement différents. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Par contre, moi, j'ai 54 ans, je peux donc poser un regard, comme sans doute vous avez un certain âge aussi, donc vous avez un certain regard, vous avez passé à travers des générations, etc. Et sans doute que vous pouvez aussi prendre le temps d'observer, par exemple, les nouvelles générations, parce que moi, je constate qu'il y a des gens qui sont dans des générations plus récentes que la mienne, qui vont arriver avec un discours spirituel, un discours qui vont parler des enfants indigos, par exemple, etc., et qui vont effectivement se mettre dans une position dans laquelle, quelque part, de regroupement, je dirais. Le regroupement, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, je suis un enfant indigo, vous êtes peut-être un enfant indigo, et si vous me suivez, vous êtes sûrement un enfant indigo. Et là, on tombe dans la notion sectaire, la notion de groupe. Puis moi, je pense que si on parle d'enfants indigos, on doit parler à quelque part d'enfants quelque part qui ouvrent leur conscience. Et ça, je pense que ça touche l'aspect pédagogique, c'est-à-dire ça touche l'aspect pédagogie. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant naît sur Terre et qu'on lui donne justement l'occasion de pouvoir développer ces habiletés-là, de pouvoir les reconnaître et leur permettre de se développer, c'est bien évident qu'on lui donne les outils, les moyens pour pouvoir arriver à développer pleinement ses capacités. Et je pense que la physique quantique, ces nouveaux développements, la technologie avec les téléphones cellulaires et tout ça, nous met vraiment en contact avec l'idée que la pédagogie va évoluer inévitablement parce que toute la façon que les enfants qui naissent sur Terre aujourd'hui vont avoir comme relation et comme outil pour pouvoir développer leur conscience et développer leur acquisition, leur connaissance, ben, ils vont évidemment tourner autour de ces objets-là. C'est-à-dire qu'on va devoir intégrer et reconnaître que ces objets-là font partie de leur réalité et que ces objets-là leur permettront sans doute aussi de pouvoir développer beaucoup plus adéquatement leur capacité intuitive, par exemple, leur capacité énergétique, leur capacité à reconnaître effectivement que la réalité quantique est une réalité qui fait partie de leur propre vie et qu'ils peuvent donc apprendre à utiliser cette réalité-là d'une façon beaucoup plus consciente que ce que nous avons pu faire jusqu'à maintenant. Donc, je vous dirais que d'une façon logique, l'évolution humaine nous amène inévitablement vers la naissance d'enfants qui vont inévitablement baigner dans un univers dans lequel la connaissance, l'évolution de la conscience qui aurait été effectuée à ce moment-là, ben, va inévitablement les amener vers d'autres niveaux de conscience que celui que nous, on a pu acquérir. Et c'est tant mieux, ça fait partie justement du cheminement de l'évolution humaine. Par contre, il y a des pièges. Les pièges, évidemment, comme je disais tantôt, c'est que des gens, quelque part, qui sont plus jeunes, arrivent avec une vision aussi qui leur est moins, qui n'est pas nécessairement donc reliée à un savoir ancestral. Ils ont le regard, eux, de l'enfant, du jeune, qui a l'impression quelque part de mieux connaître ce qui est que les gens qui sont peut-être d'autres générations plus anciennes. Et évidemment, c'est là que ça nous ramène évidemment à cette notion du chaman. Hein. Si on se rappelle, le chaman, à quelque part, c'est un vieux sage. Et le vieux sage, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui a du vécu et qui a acquis à quelque part des connaissances et qui a pour objectif ensuite de transmettre cette connaissance-là à d'autres chamans pour pouvoir ensuite, effectivement, qu'il y ait une forme de transfert des connaissances qui puisse s'effectuer. On n'est plus rendu là. Vous comprendrez que le chaman, à quelque part, c'est plus justement, il n'existe plus. Hein, parce qu'à quelque part, la connaissance, elle est accessible par l'Internet. Et ça devient un danger. Parce que ça nous amène, effectivement, dans le monde plus spirituel ou plus énergétique, de constater qu'on peut apprendre énormément à travers YouTube, à travers un tas de moyens gratuits d'accès à une information, et qui fait que des gens, quelque part, qui n'ont pas nécessairement expérimenté tant de choses que ça, vont commencer effectivement par leur intuition, par des divers moyens de pouvoir affirmer des choses, et peut-être amener effectivement des gens à les suivre, hein, et sans qu'il y ait nécessairement cette maturité essentielle pour parvenir justement à atteindre donc une forme d'équilibre. Alors, je dirais ça comme ceci, c'est que
Les enfants indigos, quelque part, donc, sont des enfants qui ont une extrême sensibilité parce qu'effectivement sont directement connectés avec ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes et qui ont donc difficulté à s'adapter socialement parlant. Moi, je vous dirais que pour moi, j'étais certainement un enfant qui correspond à cette définition-là. Peut-être que vous aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans la structure sociale très jeunes et qui se demandent à quelque part qu'est-ce qu'ils font là parce qu'ils sentent bien que ce qu'on leur propose comme système d'éducation, par exemple, et même comme dans un contexte familial, ce qu'on leur propose ne correspond pas du tout à ce qu'eux ressentent au fond d'eux-mêmes. Donc, ils vont devoir justement s'ajuster à cette réalité-là qui ne correspond pas à ce qu'ils sont et qui vont les amener donc à développer un manque de foi envers eux-mêmes et vont développer donc une obligation de suivre ce que les parents, les enseignants vont leur transmettre et ils vont devoir donc se soumettre à des règles et des lois qui ne correspondent pas à ce que eux sont au fond d'eux-mêmes. Alors c'est certain que dans ces conditions-là, on comprend que l'enfant ne pourra pas s'épanouir dans son degré d'évolution, mais il va devoir donc s'intégrer dans une société quelque part, s'adapter à une société qui ne lui convient pas. Alors c'est là que ça amène un peu les questionnements que France amenait sur les enfants angoissés, hyperactifs ou sans hyperactivité, ou enfin les enfants qu'elle appelle troublés, c'est-à-dire des enfants qui peuvent donc aussi avoir des perturbations d'adaptation, c'est-à-dire que dans le processus d'éducation dans lequel on se trouve, les enfants, on n'a pas tellement cherché à réfléchir à comment on pouvait amener les enfants à s'épanouir. Il y a bien quelques écoles comme ça, il y a comme le système, je pense aux écoles de Rudolf Steiner, là, je ne sais plus le nom des écoles, Waldorf, qui ont une éducation quand même qui se veut très favorable au développement au niveau de l'éducation des enfants, à permettre aux enfants de pouvoir s'épanouir en tenant compte de leur créativité, en tenant compte des éléments fondamentaux des enfants. Alors je pense que ce sont des belles approches éducatives qui nous permettent de pouvoir donc envisager qu'un jour, on va sans doute avoir un rapport avec les enfants qui vont nous rappeler que l'enfant, c'est le futur et que si on demande à l'enfant de se conformer à ce que nous, on a connu jusqu'à maintenant, c'est un peu comme s'il lui disait, ben, regarde, moi, je ne veux pas savoir qui tu es, je veux juste qu'on t'imposer ce que je suis. Et je pense qu'inévitablement, l'enfant qui naît sur Terre a certainement aussi une façon nouvelle de manifester l'humain, en fin de compte, de manifester la vie. Et c'est certain qu'il faut trouver un équilibre entre justement ce qui a été et ce qui est et ce qui sera. C'est-à-dire que l'enfant, il représente davantage ce qui sera et nous, on a plutôt tendance à représenter ce qui est ou ce qui a été. Et c'est certain qu'il faut avoir une capacité de s'ajuster au niveau de l'aspect pédagogique pour être capable d'amener les enfants à pouvoir justement comprendre qu'il y a eu un passé, qu'il y a eu des acquis, qu'il y a eu des connaissances, qu'il y a eu des expériences qui ont été vécues, qui vont leur permettre d'enrichir ce qu'ils sont et qui vont leur permettre donc de pouvoir bénéficier de cette connaissance-là qu'on peut leur donner pour qu'eux soient capables maintenant de pouvoir amener l'humain à un niveau plus élevé. Et c'est ça un peu quelque part qui est la beauté de la vie, c'est ça un peu le défi que l'humanité a actuellement, c'est de permettre à l'enfant de pouvoir s'épanouir et non pas de se réduire au niveau de ses compétences, au niveau de ses capacités. Et souvent, évidemment, malheureusement, comme l'enfant ne trouve pas sa place dans la société parce qu'il ne parvient pas à trouver ses propres repères par rapport à l'éducation, par rapport même à la relation qu'il a avec les parents, ben, il va souvent effectivement vivre des traumatismes. Les angoisses, bien évidemment, peuvent faire partie de certains traumatismes que l'enfant peut manifester. Et c'est certain que ces traumatismes-là, ils proviennent évidemment de toute la notion dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire que les 7 états psycho-énergétiques qu'on retrouve chez l'être humain, l'équilibre, le désalignement, l'hyper-lipo, l'hyper-surchargé, l'hypo-surchargé et ensuite l'épuisement. Donc, ces états-là, quelque part, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent d'abord et avant tout d'un processus de l'enfance. L'enfant va se sentir accepté et il va pouvoir effectivement s'épanouir pleinement, et c'est dans un contexte d'équilibre. Maintenant, malheureusement, l'enfant va souvent sentir qu'il ne peut pas s'épanouir complètement et qu'il y a des demandes qui lui sont manifestées qui ne correspondent pas à ses besoins. Alors, il va donc devenir hyperactif ou hypoactif à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va soit se sentir obligé de dépenser beaucoup d'énergie pour être apprécié et être aimé de son entourage, ou au contraire, il va réduire sa dépense énergétique au maximum, sachant bien quelque part qu'il n'est pas reconnu, n'est pas valorisé d'une façon satisfaisante. Donc, vous comprendrez que déjà à l'origine, l'enfant va donc développer des comportements, des façons de gérer son énergie vitale selon qu'il se sentira en mesure de pouvoir s'épanouir ou pas dans le milieu dans lequel il se trouve. Et c'est ce qui va entraîner évidemment
ces expressions d'hyperactivité ou d'hypoactivité chez l'enfant qui vont inévitablement entraîner chez l'enfant, donc pas juste un état énergétique, mais un état psycho-émotionnel qui va venir avec. Hein. Si moi j'ai l'impression que je ne suis pas aimé, mais c'est évident que je vais développer un comportement psycho-émotionnel qui va m'amener à m'isoler, qui va m'amener effectivement à me sentir pas apprécié, pas aimé, puis pas être intéressé peut-être à m'épanouir en tant qu'être humain, à pas me sentir épanouir dans la dimension scolaire, dans mon sport, dans le sport, etc. Alors que ça peut être aussi l'inverse, quelqu'un d'hyperactif, un enfant qui se sent obligé de vouloir prouver aux autres qu'il est capable, mais pourrait effectivement devenir très performant dans plein de choses aussi. Mais en même temps, ce que ça veut dire qu'il est équilibré, pas nécessairement non plus. Donc, vous comprendrez que quand on parle d'hyperactivité ou d'hypoactivité chez l'enfant, on parle de quelque chose de plus complexe que simplement dire un mot hyperactif ou hypoactif, puisque chaque enfant a sans aucun doute un niveau plus ou moins élevé de déséquilibre en lui, parce qu'il a dû à quelque part suivre un rythme qui n'était pas nécessairement en harmonie avec ses compétences puis ce qu'il était. Ben, je pense que quand on comprend ça, ben, ça nous permet évidemment de mieux cerner la raison d'être de ces perturbations-là. Et c'est dans du cas par cas qu'on va le découvrir. Et c'est là qu'on va pouvoir évidemment mieux accompagner un enfant. C'est certain que quand on donne la médication à un enfant, pour essayer justement de le calmer, c'est évident qu'on ne règle rien. C'est évident quelque part qu'on va même amener l'enfant à installer ou à intégrer ou à rendre encore plus rigide la dynamique dans laquelle il se trouve, la perturbation dans laquelle il se trouve, et que, évidemment, en tant qu'adulte, ben, on va se retrouver avec un adulte qui a des problèmes de fonctionnement, d'adaptation, parce que justement, on ne lui aura pas donné une réponse satisfaisante pour qu'il trouve un meilleur équilibre en lui. Alors, on comprend ici que cette notion d'enfant indigo et d'enfants qui sont peut-être justement indigos potentiellement, mais qui ne sont pas en mesure de pouvoir se développer comme il le faudrait, ben, quelque part, on comprend qu'on vit avec un problème de société dans lequel on ne donne pas l'opportunité, malheureusement, aux enfants de s'épanouir comme on le souhaiterait, et que quand on a des problèmes, quand un enfant a des problèmes, on ne sait pas trop comment gérer son problème non plus, parce qu'évidemment, on n'a pas la conscience suffisante pour être capable de faire face à ce problème-là. Et, socialement parlant, la société n'a pas de solution non plus qui vont permettre à l'enfant de pouvoir s'épanouir comme il le devrait. Donc, on se retrouve avec des problèmes qui vont finalement être comme ceci. On est un enfant qui a un problème, il devient adulte. Cet adulte-là, donc, se marie, il fait des enfants avec sa femme ou inverse ou avec son mari, et elles vont donner donc naissance à des enfants qui, eux aussi, vont se retrouver avec des problèmes qu'on ne sera pas capable de gérer, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que toute l'idée, quelque part, des enfants indigos, c'est cette idée, quelque part, qu'il y a des enfants qui vont naître avec un certain potentiel évolutif, même s'ils ne sont pas bien entourés, même s'ils ne sont pas bien encadrés, socialement parlant. Et c'est certain que c'est là qu'on comprend que l'environnement dans lequel les enfants vont baigner, qui, pour moi, entre autres, les téléphones intelligents et l'Internet et tout ça, peuvent vraiment favoriser, certainement, chez les enfants, une plus grande capacité à s'adapter parce qu'ils ont accès à des informations comme jamais et qu'ils peuvent donc beaucoup plus facilement comprendre des choses qu'ils pouvaient le faire auparavant, puisqu'il n'y a pas si longtemps, le seul moyen de communication ou d'accéder à la connaissance, c'était peut-être par des livres. Et à quelque part, bien évidemment, c'était pas, ça se faisait d'une façon beaucoup plus lente, on était beaucoup moins dans cette diversité de connaissances qu'on peut avoir accès aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Donc, je vais regarder un petit peu les questions. Bon, trouble d'attention avec ou sans hyperactivité, j'ai bien compris, France. Comme je te dis, c'est que ce trouble d'attention avec ou sans hyperactivité, c'est toujours en relation, évidemment, avec un désalignement dans le champ énergétique. Le désalignement va faire que l'enfant va vivre un traumatisme émotionnel avec lequel il va vouloir s'en déconnecter. Et cette déconnexion-là va faire qu'il ne va pas être connecté avec... il y a une émotion qu'il va chercher à inhiber ou à se déconnecter par le désalignement. Et par le désalignement, il va donc entraîner des symptômes qui peuvent être hyperactifs, qui peuvent être des troubles d'attention, parce que l'enfant n'est pas connecté avec son champ énergétique d'une façon équilibrée. Tout comme dans l'hyperactivité, bien évidemment, l'hyperactivité, c'est un champ énergétique qui va devenir beaucoup trop dépensier, énergétiquement parlant, parce que l'enfant, quelque part, va vouloir démontrer qu'il a sa place et que pour avoir sa place, bien, il a l'impression qu'il faut qu'il devienne hyperactif, qu'il fasse plein de choses, qu'il démontre à quelque part qu'il existe à son entourage. Tout comme l'hypoactivité, qui va être une étape davantage d'introspection intérieure, dans laquelle on va se connecter davantage à soi, on va se renfermer sur soi plutôt, parce qu'on a l'impression qu'on ne sera pas reçu ou accueilli comme on le souhaiterait. Donc, vous voyez, c'est ça un peu que ça va générer comme situation. Et ces situations-là, quelque part, bien inévitablement, vont, avec le temps, devenir beaucoup plus problématiques si on n'est pas capable d'amener l'enfant, on n'est pas capable d'amener l'enfant à devenir conscient des problématiques qui sont en lui et surtout de l'aider, justement,
à développer de nouveaux comportements plus en accord avec lui-même. C'est là qu'on touche le potentiel évolutif. Et quand je vous parle de ça, inévitablement, on parle de l'adulte aussi, c'est-à-dire que l'enfant deviendra un adulte. Par contre, l'enfant, habituellement, on peut davantage déprogrammer son champ énergétique parce que sa mémoire est moins figée. Donc, l'enfant va beaucoup plus facilement répondre à des soins qu'on va effectuer de décodage, des programmations de soins qu'un adulte parce que, justement, l'enfant n'est pas aussi identifié à sa programmation qu'un adulte. Alors ça, c'est la bonne nouvelle qui va nous permettre donc d'arriver peut-être à des résultats plus satisfaisants. Alors, évidemment, là, tantôt, tu me parlais de problèmes d'arthrite, problèmes psychiatriques, France. C'est bien évident que tout ce processus-là énergétique qui va s'en suivre va entraîner évidemment un enfant qui aura donc des problématiques psychologiques, possiblement, et ces problématiques psycho-émotionnelles pourraient amener donc des troubles de comportement qui pourraient l'amener inévitablement vers la psychiatrie. La psychiatrie, qu'est-ce que c'est? Quelque part, c'est le constat que l'enfant ou l'adulte n'est plus apte à fonctionner normalement, c'est-à-dire n'est plus apte à fonctionner selon les règles sociales de la normalité humaine. Alors, c'est là qu'évidemment, on va regarder cette personne-là, puis on va lui dire, bon, tu ne fonctionnes pas normalement, donc on va donc poser une étiquette, on va définir quelle est ta problématique, et ensuite, on va te donner une médication pour chercher donc à rétablir cette problématique-là. Malheureusement, ce type de façon de fonctionner-là peut avoir donc, dans certains cas, certains résultats, mais il faut comprendre que souvent, ça a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que les médications qui sont données sont souvent des médications qui sont lourdes sur le corps physique, sont difficiles donc à être assimilées par le corps physique. Le foie est souvent intoxiqué à travers ces médications-là. Et ça peut donc générer des perturbations, je dirais, à plus ou moins long terme chez l'enfant. Alors, et chez l'adulte aussi. Donc, c'est certain que les perturbations d'origine chez l'enfant, si on ne cherche pas à les régler, évidemment, elles vont devenir de plus en plus problématiques. Et lorsqu'on devient adulte, elles deviendront nettement plus figées dans l'espace corporel de la personne et ce sera beaucoup plus difficile à arriver à des résultats à ce moment-là. Donc, c'est ça un petit peu que je pourrais dire. L'arthrite, peut-être pour faire... c'est souvent relié à l'hyperactivité. L'hyperactivité, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que ça assèche les flux sanguins du corps, les liquides du corps, et qu'à travers cette sécheresse-là, il y a donc une forme d'inflammation qui va se manifester. Alors, cette inflammation-là, elle est due à quoi? Elle est due justement à un inconfort énergétique qui fait que justement, il y a une surchauffe intérieure. Cette surchauffe, c'est une frustration, un mécontentement, une colère qui va donc affecter les liquides et après avoir affecté les liquides, vont affecter les os. Alors, c'est là que l'arthrite va devenir effectivement manifester, va devenir quelque chose qui va se concrétiser aussi dans le corps humain. Alors, comprenez ici que tout ça implique toujours la même chose. Par le décodage intuitif, je peux arriver à développer une pleine conscience intuitive de ce qui se passe. Je peux arriver à développer une compréhension du problème. Par la déprogrammation, je peux chercher à donner accès au potentiel évolutif qui va me permettre de me libérer de la problématique et les soins qui vont permettre donc de régulariser la circulation énergétique. C'est un petit peu ce que je pourrais vous dire par rapport à ça. Je regarde un petit peu les questions qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enfants qui sont médicamentés? Parce qu'on leur donne le type de trouble de déficit de l'attention. C'est bien évident qu'il y a un problème là-dedans. C'est-à-dire que on vit dans une société où, à quelque part, avoir un comportement qui tout va très vite, donc les parents ne sont pas en mesure de faire face à des problématiques d'un enfant, justement, qui a des troubles de déficit d'attention, qui est hyperactif, en fin de compte. Il faut comprendre souvent cet enfant-là, pourquoi il fait ça. C'est parce qu'il veut être entendu, il veut être vu, il veut être reconnu, il veut qu'on prenne soin de lui. Mais comme on n'a pas le temps pour pouvoir le faire, comme on n'est pas capable de lui donner l'attention qu'il souhaiterait, on a souvent tendance à l'identifier comme étant un enfant problème. Et l'enfant problème, quelque part, pour le calmer, on va lui donner une médication qui va donc l'engourdir, en quelque sorte. Alors, vous voyez qu'on tombe dans un problème de communication. La communication, c'est que l'enfant cherche, par cette façon de fonctionner, à se faire valoriser, se faire voir. Et comme on n'est pas capable de lui donner ce temps-là qu'il voudrait avoir, inévitablement, on va lui donner une médication pour lui dire, regarde, redeviens normal, deviens comme tout le monde. Personne n'a le temps de quoi que ce soit avec qui que ce soit. Donc, deviens comme tout le monde, puis à quelque part, prends cette médication-là, et tu vas devenir finalement un homme, une femme, un adulte qui va se comporter normalement, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sera pas en accord avec lui-même, qui ne sera pas capable de respecter ses besoins et qui ne sera pas dans un désir de développer une relation positive et évolutive avec les gens qui sont autour de lui. Là, je fais évidemment une caricature, mais c'est quand même un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enfants-là? Évidemment, idéalement,
c'est de comprendre pourquoi justement ces enfants-là sont donc atteints d'un trouble de déficit d'attention et de chercher justement à développer des solutions qui touchent l'aspect énergétique et psycho-émotionnel et spirituel même, qui vont aider l'enfant à pouvoir justement être reconnu dans ses demandes et ses besoins. Parce que l'enfant a des besoins et des demandes, et souvent, parce qu'un enfant est un enfant trop jeune, il n'est pas capable de conscientiser ses besoins et ses demandes. Donc, il va développer des comportements pour se faire entendre, mais ces comportements-là ne cachent pas la demande, cachent la demande plutôt, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de verbaliser concrètement ce qu'il souhaite. Donc, il va développer un comportement qui va être éloigné de qui il est à ce moment-là. Alors, c'est ça un peu que je pourrais dire par rapport à ça. Doit-on partir avec le chakra bâtisseur parce que l'autre jour, je parlais avec mon petit-fils de 15 ans et il a conscience qu'il a un problème de paresse. Moi, je crois que c'est plus parce qu'il n'a pas été compris et encouragé à l'école. Oui, mais là, tu vois, la paresse, c'est un mot. La paresse, c'est une sous-personnalité de chez cet enfant-là. Alors, le paresseux, ce serait intéressant pour moi, en tous les cas, de travailler directement avec le paresseux. Là, tu serais capable de travailler directement avec la problématique de l'enfant et tu serais capable de pouvoir mieux comprendre justement la dynamique psycho-énergétique qui est derrière l'enfant. Alors, tu ne serais pas en train de figer la chose en disant c'est un problème du bâtisseur. Tu serais plus en train de regarder globalement qu'est-ce qui se dégage du paresseux qui est chez cet enfant-là. Pour moi, ça permettrait de faire un travail beaucoup plus riche et intéressant sur cette problématique-là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous, pour aider l'enfant hyperactif? On parle des super-simplités pour les hyperactifs. Ben, à quelque part, il faut d'abord et avant tout comprendre, dans un premier temps, tu me parles d'hyperactivité. Moi, je suis convaincu que chez chaque enfant hyperactif, il y a une hyperactivité qui lui est propre. C'est-à-dire qu'un enfant hyperactif va se manifester à sa façon, à sa manière. Donc, on ne peut pas dire tous les enfants hyperactifs se comportent de la même façon. On peut dire qu'ils ont des comportements hyperactifs, mais que la façon qu'expriment leur hyperactivité va se définir par leur propre couleur. C'est pourquoi qu'on va d'abord avant tout définir quel est le comportement hyperactif de l'enfant en question pour être capable de pouvoir ensuite déterminer de quelle façon qu'on peut travailler sur la sous-personnalité de cet aspect hyperactif de l'enfant pour être capable de faire un travail plus profond et plus riche sur lui. C'est comme ça que je dirais qu'on devrait travailler sur cet aspect-là. Puis évidemment, le soin énergétique, il ne faut pas l'oublier. Le soin énergétique peut être vraiment très favorable pour un enfant qui a des perturbations énergétiques, puisque l'enfant peut vraiment bénéficier d'un équilibre énergétique, parce que l'enfant, ce qui va se passer au début, c'est que l'enfant, lui, cherche à développer il est en plein développement humain. Donc, il est en train de devenir un adulte. Donc, il y a une progression, il y a une évolution, et en même temps, cette évolution se fait, dans son corps physique, se fait pas toujours adéquatement ou harmonieusement. Il y en a qui grandissent très vite, etc. Il y a plein de problèmes qu'on rencontre chez un enfant dans son développement. Et c'est certain que le travail énergétique, la compréhension de qu'est-ce qu'il vit et la déprogrammation va aider justement l'enfant à pouvoir trouver un équilibre substantiel pour qu'il puisse se développer et cheminer de façon plus significative. Doit-on le faire avec lui directement ou si la mère nous accorde le OK, peut-on le faire à distance? C'est toujours la même chose, Joanne, là-dessus. C'est un enfant qui n'est pas le tien. Si je comprends bien, c'est ton petit-fils. Donc, c'est bien évident, quelque part, que si tu ne lui disais pas à la mère que tu allais faire un soin sur cet enfant de 15 ans, et que l'enfant de 15 ans, un jour, disait à sa mère que tu lui faisais des soins, et que, hypothétiquement parlant, et que depuis que tu lui fais des soins, il ne se sent pas bien, par exemple. D'accord? Là, évidemment, c'est hypothétique ce que je te dis, mais ça peut être possible. Alors, si cet enfant-là dit à sa mère qu'il ne se sent pas bien depuis que tu lui fais des soins et que tu n'as jamais demandé l'autorisation à sa mère de faire des soins et que l'enfant a 15 ans, ben la mère pourrait donc être fâchée contre toi et elle pourrait avoir l'impression que tu es en train de faire quelque chose qui est négatif pour l'enfant. Donc, c'est important de toujours justement chercher à collaborer, surtout quand on travaille avec un enfant qui est mineur, de collaborer avec les parents pour effectivement pouvoir vraiment bien évaluer quelque part si tout le monde est d'accord pour que l'action que l'on fait soit effectivement accueillie par le parent, parce que même si le parent ne se comporte pas adéquatement avec l'enfant, c'est pas nous qui avons le pouvoir décisionnel, c'est lui. Donc, on doit travailler et collaborer avec lui à ce moment-là. Je lui ai demandé à mon petit-fils s'il était d'accord à ce que je l'aide. Il m'a dit oui, et sa mère est aussi d'accord. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais c'est évident qu'il est toujours préférable d'aller chercher l'accord des deux personnes plutôt que de travailler d'une façon individualiste, en disant, ben moi, je sais que cet enfant a besoin de moi, donc je vais le faire sans demander l'autorisation aux parents. Moi, je trouve qu'à quelque part, on n'est pas dans la justesse à ce moment-là, parce qu'on
on s'approprie le droit de décider de quelque chose qui doit être décidé d'une façon consciente par les gens concernés. C'est comme ça que je dirais ça, moi, à ce moment-là. Est-ce que vous auriez maintenant des questions sur l'ensemble du sujet qu'on vient de voir ou sur d'autres aspects? Peux-tu faire des exemples avec des étapes? Ça nous aiderait beaucoup. Concernant quoi exactement pour que je puisse comprendre ta question, France? Tu voudrais faire un exemple de quoi exactement avec pour que je puisse comprendre qu'est-ce que tu voudrais que je fasse là? Les enfants hyperactifs. D'accord. On peut prendre un exemple. Euh, disons que l'enfant hyperactif est un enfant, effectivement, je vais donner un exemple comme celui-ci, c'est un enfant, finalement, qui est passif, OK? Et qui a des périodes où il devient, effectivement, très réactif. Qui devient quelque part très réactif et très en colère, se met en colère pour en rien, etc. Donc, il y a un comportement passif et en même temps, par moment, il va péter les plombs, comme on dit, il va devenir très agressif, très colérique, incontrôlable pendant une certaine période de temps, puis ensuite il redevient donc passif. Alors, vous voyez que ça, c'est une dynamique que je viens de vous décrire. Hein, l'enfant est passif et ensuite il perd le contrôle. Et à quelque part, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de travailler justement sur cet enfant qui a ce type de comportement-là. Donc, la supersonnalité sur laquelle on peut travailler sur cet enfant-là, c'est l'enfant qui alterne entre la passivité et la colère. Alors, à ce moment-là, on peut donc travailler sur cet aspect-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait constater? C'est que l'enfant, la supersonnalité qu'on pourrait contacter serait animée par deux aspects. Un aspect passif et un aspect hyperactif, colérique, un peu comme s'il était coupé en deux, cet enfant-là. Okay? Donc, ça serait la première chose que je constaterais, c'est que d'un point de vue énergétique, l'enfant se sent déchiré, se sent coupé. Il se sent coupé pour quelle raison? Parce que d'une part, il y a sa mère qui est complètement passive et dépressive, et d'autre part, son père qui est complètement colérique et complètement, quelque part, disjoncté. Donc, vous comprendrez quelque part que cet enfant-là a des modèles qui lui sont proposés qui ne lui conviennent pas, mais en même temps qui essaie de trouver sa propre couleur. Donc, des fois, il est passif parce qu'il s'identifie à sa mère, des fois, il est colérique parce qu'il s'identifie à son père. Donc, vous voyez que déjà à ce moment-là, en ayant cette compréhension-là, déjà, on comprend que l'enfant cherche à se développer. Alors, comment va-t-on procéder à ce moment-là? Bien, évidemment, on va chercher à faire des soins sur ce que je viens de vous décrire, cette supersonnalité-là de l'enfant, pour être capable de régulariser la circulation énergétique qui est en lui, pour être capable de comprendre quel est l'essence fondamentale de cet enfant-là. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas la mère, puis n'est pas le père. Il est une continuité de ces deux aspects-là, puis il doit trouver sa propre identité, sa propre expression. Alors qu'on fait un travail énergétique pour rétablir le mouvement énergétique dans lui, à partir des pieds jusqu'au sommet de la tête, de cette supersonnalité que je viens de décrire, on va donc chercher à régulariser par le biais du décodage des promotions et soins la nature énergétique de cet enfant-là pour l'équilibrer, pour faire en sorte qu'il renoue contact avec une forme de potentiel évolutif qui est en lui. En faisant cela, en faisant ces actions énergétiques-là, on pourrait donc assister justement à une transformation de l'enfant qui serait plus dans la dualité que je viens de décrire, mais qui serait davantage en connexion, dans un premier temps peut-être, avec le sentiment de pleurs qui est en lui, au niveau de son bassin, parce que justement, il constaterait quelque part qu'il a une grande souffrance de voir justement le manque de communication qui existe entre ses parents. Alors, c'est un enfant qui n'est pas nécessairement conscient de tout ça, mais au niveau de son inconscient, il est capable d'identifier que c'est dommage que mes parents ne soient pas capables de communiquer, et je vois bien que ça attriste ma mère, et je vois bien que mon père disjoncte parce qu'il n'est pas capable de communiquer avec ma mère ce qu'il souhaiterait ou ce qu'il voudrait. Donc, à quelque part, ça m'amène à comprendre que l'enfant est dans une forme de souffrance, et cette souffrance-là l'amène, lui, à se dire, ben moi, je n'adopte pas le comportement de ma mère, je n'adopte pas le comportement de mon père, j'ai envie, moi, de développer un comportement dans lequel la communication sera importante et dans lequel, moi, je vais mettre en avant, d'une façon très importante, la communication. Et je vais avoir envie d'exprimer énormément ce que je ressens, ce que je suis, parce que j'ai envie, à quelque part, d'être un bon communicateur. J'ai envie, à quelque part, d'exprimer quelque part ce que je ressens, ce que je vis, et de faire parler les gens pour qu'ils soient capables d'exprimer eux aussi ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. Et ça pourrait amener effectivement à constater que l'enfant a un potentiel de devenir, par exemple, un spécialiste de la relation d'aide, un psychologue, quelqu'un qui serait dans la dimension psycho-émotionnelle, et que, évidemment, toute la qualité de cet enfant-là qu'il possède sont à valoriser et à encourager. Et il nous amène en tant que parents, parce que quand on comprend que l'enfant comprend cela, bien, ça amène les parents aussi à se dire, ben voilà, on a un enfant qui est en train de nous enseigner quelque chose, on a peut-être avantage
à nous humblement accepter l'idée que cet enfant-là peut nous apporter quelque chose de positif, de constructif et d'évolutif qui vont nous sortir justement de l'impasse dans laquelle nous sommes en tant que couple. Et peut-être même arriver à ce que la relation de couple devienne beaucoup plus positive et évolutive dans ces circonstances-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question, France. Alors, il y a une autre question qui me vient de Joanne qui dit, il y a des enfants qu'on dit troubles de comportement compulsif. Et là aussi, on a une éducation, c'est pareil. La question est toujours la même, Joanne, à ce niveau-là, c'est que ce soit des enfants de comportement compulsif, c'est des étiquettes qu'on donne. Alors pour moi, quand on donne des étiquettes comme ça et qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui est derrière, ben à quelque part, je trouve qu'il y a un problème. On ne peut pas donner des étiquettes en disant, ben oui, ça c'est un compulsif, ça c'est un ci, ça c'est un ça. C'est des mots. Et ces mots-là, quelque part, ne font que désigner un état. Mais un état, quelque part, qu'on l'on fige chez l'enfant. C'est ça le problème. Quand on fige un état, que ce soit en psychiatrie, c'est la même chose, hein? Ou même la maladie. Quand on identifie une personne et on dit à la personne, voici, tu as tel problème, cette personne-là, quelque part, qui s'identifie à ce problème-là, ben, quelque part, elle le renforce par le fait qu'elle s'identifie à celui-ci. Donc, c'est donc important, quelque part, que l'on comprenne que si nous, on veut faire un travail sur un enfant, on doit le sortir de l'étiquette. On doit arrêter d'avoir une étiquette sur lui et on doit travailler avec lui tel qu'il est. Et de comprendre que les états qu'on dit être des comportements compulsifs sont des expressions de l'enfant qui ne sont pas compris par lui sans doute et qui veulent dire quelque chose, qui veulent communiquer quelque chose. Et que quand on comprend cela, ben on amène l'enfant à devenir de plus en plus conscient de sa problématique, de plus en plus conscient de ce qui anime son être et d'amener donc un travail beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant à prendre forme aussi à ce moment-là. Donc, je pense que c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça. Et puis oui, la clé à quelque part lorsqu'on parle avec des enfants, c'est dans la mesure du possible de collaborer avec les parents, dans la mesure du possible, puisqu'un enfant est un mineur. Et je ne peux pas, moi, en tant qu'adulte, décider de faire un travail sur un mineur sans que les parents aient dit oui. Alors ça, c'est une règle de la vie, quelque part, socialement parlant, ce serait mal vu de faire ça autrement. Je pense me dire qu'il s'agit de découvrir qui est l'enfant. Bien sûr, et découvrir qui est l'enfant, c'est pas de découvrir qui est l'enfant par rapport à des étiquettes sociales ou des étiquettes psychiatriques ou des étiquettes médicales, mais de découvrir l'enfant derrière ces étiquettes-là. De comprendre ce qui est derrière, c'est quoi la nature de son problème, c'est pourquoi il se comporte comme ça. Et c'est là que le décodage intuitif, déprogrammation et soins devient des outils vraiment fort intéressants pour nous aider à aller plus loin à ce niveau-là. Oui, on peut faire un travail de décodage avec les parents, Joanne, mais dans la mesure, il y a quelque part là-dedans quelque chose à cerner encore une fois. Je ne peux pas faire un travail avec les parents si les parents ne sont pas là. C'est-à-dire qu'ils sont pas... moi, je peux faire une lecture sur un enfant, et quand je fais une lecture sur un enfant, j'inclus toujours le travail avec les parents, parce que c'est toujours les parents qui me demandent de faire un travail sur l'enfant. C'est pas l'enfant qui me demande de faire un travail à l'insu des parents. Donc, c'est évident que si je fais un travail de décodage sur les parents, en général, les parents m'ont donné l'autorisation de faire un travail sur l'enfant. Donc, je peux à ce moment-là dire aux parents, bien, si je fais un travail sur l'enfant, il y a de fortes chances que je fasse intervenir, que je puisse identifier quelque part des problématiques qui vous concernent aussi. Donc, est-ce que vous me donnez l'autorisation que je puisse vous en parler pour qu'on puisse regarder ensemble quelle est la solution familiale? C'est-à-dire que l'enfant n'est pas lui le problème uniquement. Il y a souvent une interaction qui existe entre les autres enfants de la famille et puis évidemment les parents qui vont jouer à ce moment-là un rôle important dans la façon d'aider l'enfant à s'épanouir et à se développer d'une façon plus importante, je dirais. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant qui peuvent toucher donc la pratique personnelle, professionnelle ou questionnement de vie, ou évidemment ce qu'on vient de voir ensemble, donc sur l'aspect plus des enfants. Y a-t-il toujours des problèmes reliés aux parents? Bien, c'est certain qu'un parent, quelque part, je vais simplement mettre en évidence une chose toute simple. C'est qu'un enfant, ça naît sur Terre, c'est un petit bout de chou, ça n'a rien demandé, c'est arrivé sur Terre, puis ça a plein de besoins au départ. Un enfant a plein de besoins au début, et on doit amener l'enfant à comprendre qu'il n'est plus relié à nous à 100%, puis en même temps, on doit lui donner tout ce qu'il a besoin au départ pour qu'il se sente le plus possible en état de bien-être. Et évidemment, après ça, on va l'encourager à devenir autonome, à devenir adulte, à développer sa propre vie à travers des étapes de la vie qui ne seront pas évidemment toujours faciles à développer parce que l'enfant aura tendance évidemment à se sentir peut-être mal aimé, etc. pour toutes sortes de raisons, hein, parce qu'à travers le développement humain, c'est normal que l'enfant
cherche à développer sa propre vision du monde. Et cette propre vision du monde-là, ben, va mettre en évidence certains reproches qu'il pourrait faire auprès des parents. Donc, y a-t-il toujours des problèmes reliés aux parents? Je dirais qu'il y a toujours des résonances problématiques avec les parents. Et ces résonances-là ne sont pas toujours reliées à des problèmes reliés aux parents. Les parents peuvent avoir très bien fait, mais on peut quand même leur reprocher des choses, même s'ils ont très bien fait. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a une dynamique familiale, ça c'est clair, net et précise. Et il faut effectivement donc travailler sur cette problématique-là très fréquemment, puisque, comme tu dis si bien, l'enfant oublie beaucoup de choses. Hein, l'enfant est très jeune, il se passe plein de choses dans sa jeunesse, et cette jeunesse-là, quelque part, vont tramer son inconscient, mais lui ne va pas se rappeler de ce qui a été construit dans son inconscient. Donc, tout au long de la vie, à travers son champ énergétique, il va dégager quelque chose qui va le mettre en contact avec des gens, avec des signes de la vie, qui vont lui rappeler quelque part ces choses-là et qui tout doucement vont peut-être l'amener à développer une conscience de ce qui s'est passé. Et c'est là évidemment qu'il va pouvoir arriver à faire un travail plus important sur cette problématique-là également. Joanne qui me dit, si je fais un travail avec un parent qui a un enfant avec ces difficultés dont on parle, est-ce que ça peut aider l'enfant de façon énergétique? C'est bien évident qu'on parle de dynamique relationnelle. Une dynamique relationnelle, c'est une dynamique familiale dans laquelle il y a un père, il y a une mère, il y a un enfant, et il y a des frères et des sœurs possiblement aussi. Donc tout ça fait qu'il y a une dynamique. Et cette dynamique-là, quelque part, touche l'enfant, qui lui se sent exclu, inclus. Bon, il y a plein de dynamiques possibles. Et c'est évident que si je commence à travailler sur les parents, et plus particulièrement sur un parent avec lequel l'enfant a une certaine problématique, c'est évident qu'on va pouvoir arriver à proposer quelque chose qui pourrait aider l'enfant. Ça, c'est net, clair, net et précis. Alors oui, bien sûr que si on fait un travail sur le conscient avec la mère, évidemment, ou le père, bien évidemment, cette relation-là pourrait donc changer notre regard, pourrait aider le parent à changer son regard sur la relation qu'il a avec l'enfant et pourrait permettre donc d'améliorer la situation. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le thème de ce soir? Donc, c'était les enfants, mais aussi, évidemment, vous pouvez toujours aborder d'autres sujets que ceux-là, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. On peut aborder tous les sujets que l'on souhaite. Alors, voilà. Donc, je vais attendre que vous me fassiez part de vos questions. OK, donc il ne semble pas avoir d'autres questions. Je pense que c'était complet, c'est ça que ça veut dire? Vous avez... Alors, donc, il n'y a pas de questions d'ordre pratique personnelle et professionnelle. OK. Alors, ben, je vous remercie en tous les cas. Je remercie aussi France, puisque c'est elle qui m'a donné l'idée du sujet sur les enfants un petit peu... Bon, je ne sais pas les enfants indigos, mais en fin de compte, bon, c'était pas tant les enfants indigos que les enfants qui arrivent sur Terre, qui, je pense, inévitablement nous mettent en contact avec l'idée qu'il y a une nouvelle vision du monde qui commence à prendre forme et que les enfants sont en train de développer une nouvelle vision du monde. Il y a peut-être une question qui me vient, là, qui m'est posée à l'instant, que je vais peut-être répondre avant de terminer. C'est, Sylvain, tu as entendu parler de notre 8e chakra qui se développe. Alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. C'est pas récent, ça. Hein? J'ai entendu souvent parler d'un 8e, d'un 9e, d'un 10e, d'un 11e, d'un 12e, d'un 14e. Bon, les chakras, quelque part, on n'arrête pas de parler de tout ça. Moi, je vous dirais que ceci. À quoi ça sert de parler d'un 8e chakra si on ne maîtrise même pas les 7 premiers chakras? D'accord? Je vous dirais ça comme ceci. C'est-à-dire qu'on a tendance, effectivement, à amener des notions comme celle-là, qui sont intéressantes. Mais pourquoi amener cette... C'est un peu comme l'ADN. On parle aussi d'un développement de l'ADN qui commence à se manifester. C'est intéressant tout ça. Et je ne dis pas que c'est pas vrai ou c'est vrai. Mais ce que je dis, c'est qu'avec la somme d'informations que l'on a actuellement, d'un point de vue intuitif, avec les 7 chakras, on a déjà amplement d'informations pour nous aider justement à comprendre l'humain. Alors, à quoi ça sert de nous parler du 8e chakra maintenant? C'est quoi l'utilité de parler d'un 8e chakra? C'est de dire que l'être humain évolue. C'est rassurant, c'est sécurisant, c'est sympathique, ça nous donne le sentiment qu'on évolue et que le 8e chakra, il faut le développer. Mais le problème, c'est qu'on n'a même pas développé nos 7 premiers chakras. Alors, pourquoi commencer à parler d'un 8e chakra si l'être humain n'est même pas en mesure, encore une fois, de développer un équilibre à travers justement les 7 premiers chakras? Alors moi, je vous parle de ça parce que ça m'amène à vous parler du mouvement New Age
qui est un mouvement quelque part qui a eu lieu dans les années 70 et qu'on retrouve encore beaucoup des traces de ce mouvement-là aujourd'hui. C'est un mouvement qui était mis en évidence pour faire valoir que justement il y avait donc un nouvel âge. Le nouvel âge, ça venait avec la précession des équinoxes, ça venait avec l'ère du Verseau, ça amenait l'idée quelque part qu'on était une nouvelle conscience humaine. Cette nouvelle conscience humaine-là, bon, avait accès à des nouveaux niveaux de conscience, etc., etc. Donc, vous voyez que je en parle parce qu'aujourd'hui, on a encore un peu ce même courant de pensée qui est là, sauf qu'on ne l'appelle pas nouvel âge, on a tendance à parler d'une nouvelle vision du monde, à quelque part, d'une nouvelle conscience évolutive, et on amène des notions comme bon, le 8e chakra, dont il était question quelque part dans le mouvement du nouvel âge aussi. Moi, ce que je vous dirais, c'est que ces mouvements-là, quelque part, sont intéressants, mais ils nous déracinent très fréquemment parce qu'ils nous poussent vers l'évolution. Ils nous poussent vers quelque chose qui est vers le devenir et ils nous font oublier quelque part l'essentiel. C'est qu'est-ce que moi, dans le concret aujourd'hui, je peux faire de ma vie pour me sentir plus en paix et en harmonie avec moi. Alors, si je cherche à développer mon 8e chakra, je suis pas sûr que c'est en développant mon 8e chakra que je vais pouvoir arriver à me sentir plus en état d'équilibre dans ma vie. Donc, je trouve que cette vision des choses est intéressante, mais elle nous éloigne d'une certaine façon de l'essentiel, c'est-à-dire de ma capacité à évoluer et à cheminer dans mon propre développement d'humain. C'est un peu comme dire, ben, les enfants actuellement qui naissent sur Terre sont beaucoup plus évolués. Ils ont maintenant 10 chakras. Je pourrais dire ça comme ça. Ou ils arrivent avec un aura indigo. OK? Là, ce serait une règle, une loi que j'appliquerais. Et encore là, je m'éloignerais du processus intuitif. Est-ce que c'est vrai que tous les enfants qui naissent sur Terre sont indigos? Est-ce que c'est vrai qu'ils sont tous évolués? Peut-être que oui, peut-être que non. Et c'est là que ça nous amène effectivement à développer une compréhension des processus intuitifs et évolutifs plutôt que d'émettre des lois et des règles qui nous éloignent quelquefois du bon sens, je dirais. Moi, je ne sais pas. Moi, je semble avoir un bon problème. Je ne sais pas si c'est de ton côté parce que je ne sais pas si les autres entendent bien ce que je dis, mais moi, de mon côté, il n'y a rien qui a changé. Le micro fonctionne bien de ce que je vois. Oui, France, pourrais-tu m'envoyer un mail à ce sujet-là pour répondre à tes questions? OK. Vous avez tous les deux un problème de micro. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne sais pas quoi faire exactement parce que tout était OK tout à l'heure. Attendez. Ouais, là, c'est peut-être la connexion Internet qui est problématique parce que moi, de mon côté, j'ai absolument rien bougé, j'ai absolument rien fait par rapport donc aux informations que j'ai sur le son. Et le son fonctionne toujours de la même façon de mon côté à moi. Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est mieux ou pas? Ou si le son est mieux, si vous m'entendez mieux maintenant? Ça peut arriver quelquefois que le son puisse être moins bien pendant un certain temps. OK. Est-ce que vous auriez d'autres questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été vu ou sur d'autres sujets? OK, donc je vais vous remercier pour ce soir, euh, pour votre participation. Alors, c'est enregistré, donc je devrais être capable de le mettre sur YouTube. Donc, j'ai eu des petits problèmes en passant sur mon système Internet. J'ai un site qui a été attaqué un serveur d'un site a été attaqué, ce qui a fait que j'ai pas toujours reçu les mails depuis à peu près une dizaine de jours. J'ai eu des petits problèmes à ce niveau-là. Et je vais lancer les problèmes de formation, les nouveaux problèmes de formation qui vont être bientôt mis en place. Là. Donc, dans les prochains jours, vous allez avoir accès à toute une nouvelle actualisation des données sur les deux sites qui présentent la formation et les pages de vente, d'inscription qui sont proposées également avec la nouvelle structure de formation sur laquelle j'ai travaillé pour proposer quelque chose de plus riche. Donc, vous pourrez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, s'il y a des questions ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés, ben, vous pourrez me faire part de
de cela pour qu'on puisse communiquer avec eux et puisse répondre aux questions. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt. Donc ce soir, le petit webinaire du Québec, donc à 19h30 comme d'habitude. Et donc je vais essayer d'inscrire la conférence, de l'inscrire sur le site de YouTube. D'accord? Je vous remercie. À très bientôt. Passez une belle fin de soirée, une belle fin de journée. Au revoir.